Émilie Nicolas, Michel David, Chantal Hébert, bonsoir. 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 On va commencer avec Sam Hamad. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de lui. Là, on en parle depuis quelques jours. Sam Hamad, on en avait déjà parlé. Je pense que Chantal, vous en parliez il y a quelques mois, sauf erreur, qui est une des cibles de Pierre Poilievre au Québec, dans la région de Québec spécifiquement. Sam Hamad, très populaire dans la région de Québec, pourrait se présenter dans Louis Hébert, par exemple. On écoute sa réponse, il ne dit pas oui, il ne dit pas non, mais vous allez voir son sourire. Tout le monde m'appelle. Alors, je retourne tous les appels. Mais il n'y a pas de décision. Il n'y a pas de décision. Rien. Mais Rien. vous pourriez y songer? Rien pour le moment. Absolument rien. Là, on parle Rien. avec M. Poilievre. Rien. Chantal, je commence avec vous. Il avait pris sa carte du parti parce qu'il appuyait Jean Charest à l'époque. Donc, il y a quasiment un pied dans la porte, là, non? Oui, bien là, vous allez peut-être un peu vite en affaires. À l'époque, les gens qui m'en avaient parlé m'avaient parlé d'Éric Girard. On n'est pas exactement dans la même ligue. Oui, je vais en parler après, mais commençons par Sam Hamad. On s'entend, Sam Hamad, c'est une nouveauté sur la planète Poilievre. Ce qu'on comprend, c'est qu'on cherche à recruter au Québec, et que c'est pas facile. Et j'ai l'impression qu'avant, c'est pas parce qu'on a pris une carte de membre pour Jean Charest qu'on veut se présenter pour Pierre Poilievre nécessairement. J'ai comme l'impression qu'à peu près tout le monde va attendre de voir si, dans le dernier sondage Abacus, celui de cette semaine, le Parti conservateur au Québec est à 15 15 même dans la région de Québec, dans une circonscription qui est libérale dans le moment, c'est pas si prometteur que ça. Michel David, on sent quand même, mais Chantal a raison de me ramener à l'ordre, là. Des fois, je m'emballe quand j'ai déjà fait des reportages avec des candidats qui n'ont jamais été chefs de parti, Lord au Nouveau-Brunswick. Mais ça fait 1000 ans. Mais Michel David, on sent qu'il a le goût quand même, là, on le sent. Ah oui, ça a beaucoup plus l'air d'un oui que d'un non, là, ce qu'on entend de la bouche de M. Hamad quand il dit « j'ai été silencieux depuis trop longtemps ». Et là, il nous esquisse presque un programme électoral quand il nous dit « écoutez, on va bâtir un troisième pont, on va privatiser la traverse Québec-Lévis ». Ça a l'air de quelqu'un qui a vraiment envie de revenir. Et quand il a été battu à l'époque, ou quand il est parti, en fait... Il est parti, parce qu'il n'a jamais été battu. Non, il a été obligé de partir parce qu'il y avait une controverse sur le financement à l'époque, mais c'est pas parce qu'il avait été désavoué par ses électeurs. Moi, je pense que j'ai été là à Québec pendant assez longtemps, pendant que M. Hamad était député. Il était très apprécié. Je ne sais pas ce qui serait arrivé s'il s'était représenté. Il serait peut-être battu parce que la marque libérale, disons, était passablement amochée. Mais s'il se présentait, évidemment, les conservateurs, ça va plus ou moins bien dans la région de Québec, mais il reste que je pense qu'il y a le goût et qu'il y aurait des chances. Oui. Émilie Nicolas, il a dit à Mario Dumont, quand Michel parle de programme, c'est qu'il en a dit plus. Il a fait une plus longue entrevue à Mario Dumont ce midi ou ce matin. Puis il parlait de la pinte de lait qu'on ne pouvait plus acheter, que c'était à cause de Trudeau. Il avait comme adopté le mot à la mode, le narratif de Pierre Poilievre un peu. Oui, mais d'abord, Sam Hamad n'est plus élu depuis 2017. Donc, s'il ne voulait pas faire d'entrevue, il n'en ferait pas. Première des choses. Donc, le simple fait qu'il soit là, c'est ce qu'on appelle tester des ballons. Donc, il est là avec son sourire de sphinx, là, en train de lancer des idées à gauche, à droite, et à faire son insondable, c'est-à-dire où on voit bien qu'il y a quelqu'un qui n'est pas intéressé du tout et qui a un non ferme, ne se lance pas dans ce jeu-là à faire ce type d'entrevue-là. Donc, c'est déjà un signal. Après, quand on teste des ballons comme ça, quand on lance des idées comme ça, je pense qu'on cherche à voir c'est quoi la réaction lorsqu'on lance son nom comme ça. Effectivement, ça peut être des questions de sondage, mais ça peut être aussi de voir comment est-ce que le public réagit à cette idée-là. Est-ce qu'il y a un appétit pour ça ou pas? Puis en fonction de ça, on prend une décision. Donc, c'est pas parce qu'il fait ça que ça veut dire que tout est déjà ficelé, mais ça veut dire toutefois qu'on essaie de tester puis d'avoir les réactions que ça suscite, de retourner comme ça dans l'espace public, lancer 2-3 idées à gauche, à droite. De façon plus générale, Chantal, retour de table là-dessus. Pierre Poilievre a besoin de 2-3 noms connus au Québec. Vous parliez en effet à l'époque d'Éric Girard, qui serait toujours une cible potentiel, si tant est que M. Girard voudrait aller, qui donnerait une crédibilité à M.
ça lui prend, j'avais écrit une chronique là-dessus d'ailleurs, ça lui prend l'équivalent de Thomas Mulcair pour Jack Layton, c'est-à-dire quelqu'un qui redonne une crédibilité au Parti conservateur au Québec. Dans le cas de M. Hamad, en passant, on se dit aussi, si Joël Lightbound, le député libéral, qui serait en réflexion pour une éventuelle candidature à la direction du Parti libéral du Québec, si il quittait, évidemment, sa circonscription deviendrait plus prenable. Mais la principale offre que M. Poilievre peut faire aux gens qu'il tente de recruter, c'est la garantie d'un siège au Conseil des ministres. Pourquoi il peut garantir ça? Parce que même dans un très, très bon scénario, personne chez les conservateurs s'attend à élire beaucoup plus de conservateurs que ce que Stephen Harper avait réussi à élire, une dizaine. Et rappelez-vous, ils étaient presque tous par défaut dans le Conseil des ministres. Alors, non, c'est pas simple se faire élire au Québec, mais oui, se faire élire au Québec, c'est une garantie de limousine. Parce qu'on ne sait pas quand, est-ce que ce sera après le budget 2024, une campagne, ça peut être réaliste. Mais Michel David, Émilie Nicolas, Poilievre a besoin effectivement de... Puis là, il monte un peu, mais là, c'est quand même serré, difficile à prédire. A besoin de montrer qu'il est tout près d'un poste de premier ministre. Donc, il peut attirer des noms crédibles, là, au Québec notamment, Michel. Oui, bien, le dernier sondage à Bacchus là, est quand même assez encourageant pour M. Poilievre lui-même et pour les conservateurs en général. Et comme dit Chantal, une victoire, un siège au Québec, c'est presque une garantie d'accéder au Conseil des ministres. Et je pense que M. Hamad n'a pas grand-chose à perdre, disons, en se présentant. Alors, je serais pas surpris qu'il ne se présente pas, mais je serais tellement pas surpris qu'il y aille. Oui. Émilie? En terminant, je pense qu'on a parlé de tout sauf du fond, en fait, au sens où Pierre Poilievre, c'est pas Jean Charest qui avait amené sa maman en politique, c'est pas la même idéologie. Et ça se peut que il y a des principes et que sur le fond, il y a des choses que Pierre Poilievre dise qui le fassent hésiter. Ça plutôt que de seulement calculer d'être ministre ou pas. Là. Et je pense que s'il y a des hésitations, s'il y a des conversations, c'est aussi parce que l'approche de Pierre Poilievre au Québec n'est pas peut-être claire encore pour tout le monde, mais je pense que c'est important de le nommer, qu'il y a encore peut-être de la place pour les principes et les idées en politique. Oui, mais comme je disais, quand je disais la peine de lait, là, je faisais référence au fond, dans la mesure où il y avait l'impression, j'avais l'impression qu'il y avait comme adopté un certain discours. Vous parliez du sondage à Bacchus, les gens se demandent, on peut vous le montrer rapidement avant de passer à l'autre sujet. Les conservateurs qui sont en montée, les libéraux en descendent, mais 33, 30, 18, 7, ça c'est partout au Canada. Puis on avait en fait, le chiffre qui a dû faire plaisir à Poilievre, c'est qui ferait le meilleur premier ministre. Je ne sais pas si on l'a, mais M. Poilievre était devant, on ne l'a pas, il était devant M. Trudeau. OK, changement de sujet. Tu l'as? Mais tu le montres. Montre-le. Montre-le, j'en ai parlé. On va le montrer, ce ne sera pas long. 24, 28, M. Poilievre, là. Donc, parmi les dirigeants de parti. Merci, on aura le temps d'en reparler. Le fédéral qui ne donne pas de visa pour les étudiants étrangers, des étudiants qui proviennent d'Afrique, essentiellement, les 3/4 des candidatures de l'Afrique sont rejetées. On en a parlé plus tôt à l'émission. La ministre du Québec a dit ceci. Le fédéral reconnaît qu'il y a un problème. Bon, c'est déjà un pas, mais il faut faire des actions, il faut changer la donne de manière beaucoup plus rapide que ça a été le cas jusqu'à maintenant. Il y a eu une légère amélioration, mais on est encore très loin de la note de passage là, du côté fédéral. Vraiment, il faut que la donne change d'une manière beaucoup plus significative et rapide parce que ça a un impact très important sur nos établissements d'enseignement, sur nos régions également. Des étudiants choisis donc par les universités du Québec qui ont le permis du Québec, qui se butent à un nom d'Ottawa. Et l'Afrique, c'est disproportionné. Là, c'est, comme je vous disais, 72 des demandes sont refusées. Émilie Nicolas, réaction. Mais d'abord, je veux dire une énormité, mais je pense que c'est important de comprendre que c'est pas tout le monde qui est pauvre en Afrique. Hein?
Parce qu'on dirait que c'est un peu comme ça que certains fonctionnaires réagissent quand on voit la quantité de questions auxquelles les gens doivent répondre pour garantir qu'ils ont les moyens de venir ici comme étudiants étrangers, qui vont pas, qui sont pas des risques de fuite ou que donc ou même les gens qui sont ici pour avoir des visas, même des permis de visite pour leur famille. Parfois, c'est incroyable en fait. Et je pense qu'il semble y avoir une dose de préjugés là-dedans contre l'Afrique en général. Et bien, ça implique plus les francophones parce que les francophones, en fait, la grande majorité des francophones dans le monde sont sur le continent africain. C'est pire pour les Africains francophones que pour les Africains anglophones, comme on a vu sur le tableau, mais ça reste une question de préjugés que les gens pensent que si on vient de la Guinée ou de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal, on n'a pas les moyens de venir au Canada ou qu'on est dangereux de ne pas repartir si on nous invite à repartir quand on vient au Canada. Et là, je pense que franchement, il y a une éducation qui semble vraiment nécessaire à faire au niveau de la fonction publique fédérale là-dessus, et ça presse. Michel. Oui, bien, écoutez, vous en avez discuté avec la présidente de l'Institut du Québec. C'est totalement incongru par rapport aux objectifs qu'on a tant à Ottawa et qu'à Québec. On dépense des millions pour essayer de faire en sorte que ces étudiants-là, non seulement viennent ici, mais restent après. Et là, l'objection qu'on a, c'est qu'on ne veut pas qu'ils restent. Alors, il y a quelque chose, il y a des gens qui ne se parlent pas, là. Mais ce qui me trouble encore plus, c'est que pourquoi les étudiants africains sont plus discriminés en proportion au Québec qu'en Ontario? C'est les mêmes paperasses, j'imagine, qu'on demande aux étudiants africains qui s'en aillent à Toronto ou qui viennent étudier à Montréal. Alors, pourquoi cette disproportion-là, qui est assez flagrante d'ailleurs? C'est très troublant. C'est comme si on était plus exigeant quand des gens veulent aller au Québec que s'ils veulent aller s'installer en Ontario. Et je répète, c'est des gens qui ont été... Donc, les demandes ont été faites d'abord aux universités, approuvées par Québec, et la troisième étape, c'est Ottawa. Chantal. On a vraiment l'impression, effectivement, que le gouvernement fédéral, le ministère fédéral de l'Immigration, fonctionne à contresens du gouvernement du Québec pour des raisons qui sont inexplicables en termes administratifs ou habituels. Donc, il y a clairement un problème. Et ce qui est frappant, c'est qu'effectivement, la ministre a raison. Si ça se passait ailleurs, si en Ontario, on refusait tous les étudiants africains que l'Ontario demande, on ne dirait pas on pense qu'il y a un problème et on va travailler là-dessus. On s'activerait à toute vitesse parce qu'il y aurait scandale. Et là, parce qu'il est question du Québec, on ne sait pas trop. Écoutez, à une certaine époque, quand il y avait un taux de chômage élevé au Canada, effectivement, c'était la politique du ministère fédéral de l'Immigration d'accepter des candidats dont on était raisonnablement certain qu'ils allaient retourner chez eux. Mais là, c'est comme si on n'avait pas fait la mise à jour dans le cerveau collectif du ministère fédéral de l'Immigration, c'est-à-dire non seulement on les veut, mais on veut les garder. C'est ça. Incohérence, donc. Je passe aux excuses, puis on ira à Émilie Foster après. Je passe aux excuses de Bernard Drainville. Hier, les excuses avaient été faites sur Twitter. Là, les excuses ont été faites en vrai, si je peux dire. On écoute. Je peux comprendre que certaines d'entre elles aient pu être blessées par ces propos-là. Et donc, oui, je m'excuse auprès d'elles si ça a été le cas. Parce que telle n'était pas mon intention. Mon intention, c'était juste de dire, écoutez, les métiers sont tellement différents les uns des autres, ça devient difficile de comparer. C'est ça que je voulais dire. Mais c'était surtout pas l'idée de dire que les enseignantes pourraient être moins importantes que les députés. Bien, moi, j'aime ça. Quelqu'un qui est assez humble pour reconnaître à un moment donné, bon, peut-être mes propos n'ont pas été dits exactement comme j'aurais dû les dire. Moi, je pense que les Québécois apprécient ça, d'avoir de l'humilité. Bon, suite et fin, Michel David, vous ne compariez pas dans votre question le salaire des députés avec le salaire des enseignants. Vous compariez les enseignants du Québec avec la moyenne canadienne, puis les députés du Québec avec la moyenne canadienne. Oui, tout à fait. Et M. Drainville, je pense, est assez intelligent pour comprendre la différence. Mais il a été, je pense, pris de court, d'une part, par la question. Et il ne voulait pas, comme il l'avait fait en 2015, dire, écoutez, cette augmentation-là du salaire des députés, ça n'a pas de bon sens par rapport aux enseignants et aux infirmières. C'est ce qu'il disait quand le gouvernement Charest Couillard plutôt, avait proposé une hausse du salaire des députés. Mais ce que je n'ai pas aimé, disons, c'est que les excuses sont quand même venues un peu à retardement. Hier, il ne s'excusait pas. Il disait « j'ai pas voulu insinuer que
Or, tout le monde avait vu l'entrevue sur vidéo. Tout le monde avait tiré déjà sa conclusion. Alors, il aurait peut-être dû s'excuser hier plutôt que d'attendre encore un autre 24 heures, ce qui donne à penser que ce sont des excuses qui lui ont été presque imposées par M. Legault. Et de toute façon, je suis convaincu que M. Legault, les excuses, il trouve peut-être ça sympathique, mais il aurait aimé mieux qu'il n'y ait pas à s'excuser. Chantal. Oui, l'entendre, parce que la lire, la déclaration, c'était une chose, mais l'entendre, c'était se dire, et c'est ce qui est un peu étonnant, en s'entendant, Bernard Drinville aurait dû se dire « je dois m'excuser ». Parce que n'importe qui entend ça, et pas besoin d'être enseignant, se dit « c'est qui ce personnage-là » et en plus, c'est le ministre de l'Éducation. Donc, de prendre 2 jours, je suis d'accord avec Michel, ça fait... excuse obligée la 2e journée parce que la première journée, c'était trop du bout des lèvres. Émilie. Mais de toute façon, c'était même pas nécessairement son dossier à défendre tant que ça, au sens où, comme ministre de l'Éducation, sa job, c'est de défendre les augmentations du budget en éducation. Donc, le tout est étrange à tellement de niveaux possibles. C'était pas la croix sur laquelle il devait s'immoler là, du tout. Et pourtant, il a choisi de le faire, peut-être à brûle pour point, parce que Michel l'a déconcentré. Et puis, ça a pris 48 heures après pour s'excuser. C'est dommage. Et puis, surtout, je pense que la citation de 2015, où il dit exactement le contraire, je pense que c'est ça aussi qui a fait mal, de voir encore une fois à quel point les politiciens peuvent changer d'idée comme ça au fil des années. Ce qui m'amène, selon Émilie Foster, ancienne députée de la CAQ dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré, à l'idée du marketing. Elle dénonce ce que certains députés, quand ils partent, dénoncent. Elle dit qu'il y a trop de marketing. On va écouter Mme Foster. Elle a publié un texte, mais aussi la voici en vrai, elle aussi. C'est sûr qu'au final, on sait que c'est mieux de montrer une image unie avec une équipe unie, mais de là à le faire sur tous les enjeux, tout le temps, systématiquement, ça, c'est une autre chose, là. Sur des choses sensibles comme voter contre un rapport de la commissaire à l'éthique, oui, moi, j'ai eu un immense malaise. J'apprécie beaucoup Pierre Fitzgibbon. Cependant, là-dessus, on n'était pas d'accord. Alors, qu'en pensez-vous, Émilie? Je commence avec vous. Tour de table. Bien, c'est sûr qu'à chaque fois qu'il y a des députés qui font un mandat, il y en a qui vont avoir une désillusion de la manière dont ça fonctionne à l'Assemblée nationale, qui ne sont pas du tout à l'aise avec la ligne de parti. C'est pas nouveau ce qui se passe en ce moment. Ceci dit, je pense que dans le contexte de la CAQ, on a vu en fin de semaine dernière avec un congrès que plusieurs ont qualifié de fan club, vraiment, où il y a quelque chose dans la culture de la discipline, de l'adulation peut-être même du premier ministre, disons de la loyauté qui est peut-être encore plus forte qu'à la CAQ d'ailleurs, vu que c'est un parti qui a été créé par le premier ministre. Donc, il y a quelque chose qui est très classique dans ce qui est en train de se passer en ce moment-là, quand il y a des députés qui ont du recul et qui voient à quel point le système à l'Assemblée nationale peut être étouffant pour les personnes d'arrière-ban. Mais en même temps, il y a aussi quelque chose à la CAQ qui pourrait peut-être être intéressant de regarder. Est-ce que c'est plus fort là qu'ailleurs, en fait? Mais Michel et Chantal, est-ce que ça ne fait pas partie de certain nombre des règles du jeu quand même? Si les députés sortent à gauche, à droite, nous, on va faire nos choux gras avec ça. Là, mais Michel, qu'en penses-tu? Oui, bien, c'est clair que pour nous, c'est du bonbon, là, un député qui sort du rang. Maintenant, j'ai l'impression qu'à la CAQ, il y a un problème particulier. C'est-à-dire que on comprend que la ligne de parti, la solidarité ministérielle, c'est quand même assez important. Imaginez, il n'y a pas juste le budget ou des motions de blâme. Là. Imaginez si, par exemple, le 3e lien, là, dès le départ, là, il y avait le tiers des députés qui commençaient à dire « Écoutez, c'est pas justifié, ça n'a pas de bon sens ». Ça aurait été assez compliqué à gérer. Mais quand on est au pouvoir, il est clair qu'on n'a pas la même liberté de parole que quand on est dans l'opposition, mais normalement, on peut se compenser en disant ce qu'on pense à l'intérieur du caucus. À l'extérieur, on fait front commun, mais au caucus, on peut dire ce qu'on pense. Alors, ce que Mme Foster a l'air de nous dire, c'est que même à l'intérieur du caucus caquiste, les députés n'ont pas cette liberté-là, qu'ils se sentent contrôlés par les conseillers du premier ministre, etc. Alors là, il y a une soupape qui manque, j'ai l'impression, à la CAQ, parce que si on ne peut pas parler à l'extérieur, on devrait avoir au moins la chance de le faire à l'intérieur. Quelque part, dans la cuisine. Chantal? Je vous écoute et puis j'ai l'impression de nous entendre parler du gouvernement Stephen Harper.
Et c'est peut-être en partie le fait des partis plus nouveaux, c'est-à-dire Harper reconstituer la CAQ un nouveau parti. C'est-à-dire qu'on amène beaucoup de gens qui n'ont pas d'expérience en politique et on se dit on va les contrôler. Le problème, et je pense que Michel a dû le voir comme moi au fil des années, c'est que d'un gouvernement à l'autre, sans égard à la personnalité du gouvernement, ce contrôle exercé par des non-élus, du personnel politique, a augmenté au point où on transforme un peu les députés en peintes de lait. Ils sont tous blancs. On revient à la peine de lait. Chantal, c'est extraordinaire. Chantal, Michel, Émilie, merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.